C'est un contrôle routier banal ce 17 janvier 2025 dans l'état du Vermont au nord des États-Unis. Un agent des frontières stationne sur le bas-côté d'une autoroute enneigée, comme il le fait depuis 15 ans. La même route, le même calme. Une Toyota Prius bleue s'arrête sur le côté. 2 femmes à l'intérieur, rien d'anormal. Quelques minutes plus tard, l'agent est mort. Mais ce n'est pas ça le plus étrange, parce qu'au même moment, à des milliers de kilomètres de là, en Californie, le fiancé de l'une de ces 2 femmes est en train de commettre un autre meurtre. Le même jour, le même groupe. Et quand les enquêteurs commencent à creuser, ils réalisent qu'ils ne sont pas face à une fusillade isolée, mais à une série de morts reliées entre elles par une secte composée d'ingénieurs, de mathématiciens, d'anciens de la NASA et de Google. Un groupe qui croit que tuer quelqu'un n'est pas vraiment un meurtre. Avant d'aller plus loin, si vous aimez les récits sombres, étranges et mystérieux présentés sous forme d'histoire, vous êtes exactement au bon endroit. Abonnez-vous à la chaîne et activez toutes les notifications. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Lundi 13 janvier 2025, dans le Vermont, au nord-est des États-Unis, à 16 km de la frontière canadienne. Le froid est brutal, pas le genre de froid désagréable, le genre qui coupe la sensation dans les doigts et qui ralentit tout. Nous sommes sur l'autoroute 91 qui traverse une zone presque déserte, juste des forêts, de la neige et de temps en temps une voiture. David Maland est là, 44 ans, vétéran de l'armée de l'air, fiancé, agent des frontières depuis 15 ans. Il observe les véhicules qui passent sur la voie sud, comme il le fait chaque jour depuis 15 ans. À 15h35, une Prius bleue avec des plaques de Caroline du Nord passe dans son champ de vision. Et immédiatement, ça fait tilt. Il l'a déjà vu ce matin-là. Le véhicule a été signalé. Les employés de l'hôtel où séjournaient les 2 occupantes avaient appelé la police, inquiets de voir 2 femmes avec des équipements tactiques, des armes visibles et un comportement pour le moins inhabituel. Maland allume ses gyrophares. La Prius se range sur le bas-côté. D'autres véhicules de patrouille appelés en renfort arrivent rapidement pour encercler la voiture. Tout ressemble à une opération de police de routine, mais ça n'est pas le cas. Alors que les agents s'approchent en marchant dans la neige, des tirs depuis l'intérieur du véhicule. Pas d'avertissement, pas de menace, des coups de feu immédiats. Quelques secondes, c'est tout ce que ça prend. Maland s'effondre dans la neige. À l'intérieur de la Prius, une des femmes est morte. L'autre s'écroule dehors blessée. Maland est transporté d'urgence à l'hôpital et 45 minutes après l'interception de cette Prius, à 16 heures précises, son décès est prononcé. Breaking news ce soir dans le Vermont. Un agent de la police des frontières a été abattu et tué près de la frontière canadienne sur l'autoroute 91 à Coventry. Le FBI indique qu'un suspect a été tué, un autre blessé. Les autorités affirment qu'il n'y a aucune menace pour le public. Des centaines de personnes assistent à ces funérailles, honneur militaire complet au cimetière national de Fort Snelling. Les 2 occupantes de la Prius sont rapidement identifiées. Teresa Youngblood, 21 ans, originaire de Seattle, elle avait fréquenté la Lakeside School, l'une des écoles privées les plus sélectives de l'État de Washington, où elle avait étudié l'informatique. C'est là qu'elle avait rencontré son fiancé, Max Snyder, lui aussi informaticien, qui avait ensuite intégré l'université d'Oxford. Ils avaient déposé une demande de mariage en novembre 2024, 2 mois à peine avant les faits. La 2e occupante s'appelait Felix Bockholt, une femme transgenre qui se faisait appeler Ophélia, 28 ans, originaire d'Allemagne, trader quantitative à Wall Street, avec un salaire dépassant les $500 000 par an à l'âge de 26 ans. Elle avait tout laissé tomber en octobre 2023. Son travail, son visa, son appartement, sa famille en Allemagne. Elle avait disparu sans explication et personne n'avait eu de nouvelles pendant plus d'1 an. Jusqu'à cette autoroute enneigée du Vermont. Félix, alias Ophélia, est morte lors de la fusillade. Et enfin Max Snyder, le fiancé de Teresa, l'étudiant d'Oxford. Au moment exact de la fusillade dans le Vermont, il se trouvait en Californie, en prison, pour meurtre. Le même crime dont Teresa allait maintenant être accusée,
commis le même jour à des milliers de kilomètres de distance. Pour comprendre comment 3 jeunes gens brillants sont arrivés là, il faut remonter près de 10 ans en arrière et à une femme qui se fait appeler Ziz. Jack Loza, alias Ziz, est une femme transgenre née en Alaska en 1991, diplômée en informatique. Dès le lycée, elle commet un premier crime. Elle pirate le système informatique de son établissement pour accéder aux fiches de paie et aux données sensibles du personnel. Pas pour l'argent, pas pour un avantage pratique, juste parce qu'elle peut le faire. Son père travaille dans l'intelligence artificielle. Elle décroche un stage à la NASA, puis tente sa chance dans la Silicon Valley, où elle obtient un travail, mais se fait licencier au bout de 4 jours. En 2017, elle vit sur un bateau dans la baie de San Francisco. Seule, sans emploi stable, elle passe ses journées à écrire un blog intitulé Sinceriously, où elle analyse le monde entier comme un système informatique à optimiser. La vie humaine, les relations, la morale, tout devient une équation. Et c'est là qu'elle rencontre Gwen Danielson, transgenre, végane, convaincue que les grandes institutions de la Silicon Valley sont corrompues, et qui vit également sur un bateau pour échapper au loyer exorbitant de la baie de San Francisco. Les 2 femmes se reconnaissent l'une en l'autre immédiatement. Ensemble, elles constituent ce qu'elles appellent la flotte rationaliste. Le rationalisme, c'est l'idée que la raison et la logique sont les meilleurs outils pour comprendre le monde et prendre des décisions. On agit comme des machines, sans sentiment. Elles décident d'acheter un remorqueur de la Seconde Guerre mondiale, le Caleb, acheté en Alaska et rapatrié dans la baie après un voyage de plus d'1 mois. Le bateau est rouillé, lent, avec une seule salle de bain qui tombe en panne peu après le départ. Mais peu importe, c'est leur base, leur monde. D'autres viennent les rejoindre, attirés par les discussions en ligne, séduits par l'idée de vivre en marge du système avec des gens qui pensent comme eux. C'est là que la philosophie zizienne prend vraiment forme. Ziz développe ce qu'elle appelle le dualisme moral. Selon elle, chaque être humain possède 2 noyaux intérieurs, un bon et un mauvais. La plupart des gens, dit-elle, finissent par laisser leur mauvais noyau dominer. Et comment ? Par le compromis. Travailler pour payer son loyer, compromis. Manger de la viande, compromis. Maintenir le contact avec une famille qui ne partage pas vos valeurs, compromis. Dans la philosophie ziziane, le compromis est la forme ultime de la lâcheté morale. À cette époque, elle écrit dans son blog « Ces décisions ne pouvaient être prises que par un optimisateur, quelqu'un dont le cerveau est entièrement configuré pour cela. Ce qui nécessitait, en fin de compte, de la sociopathie, ne pas se laisser manipuler par le monde extérieur. » Elle parle de sociopathie comme d'une qualité, comme d'une force, et le groupe développe des pratiques qui illustrent jusqu'où cette logique peut mener. Gwen Danielson introduit notamment l'idée du sommeil unihémisphérique, dormir avec un seul côté du cerveau à la fois, comme les dauphins, pour maintenir en permanence le bon noyau actif. Mais la science est formelle. C'est biologiquement impossible pour un être humain. Les zizians s'en moquent. Ils expérimentent, ils se privent de sommeil pendant des jours, ils s'observent mutuellement. En 2018, un premier décès. Maja Pazek, 28 ans, polonaise, avait rejoint le groupe l'année précédente, attirée par leurs discussions sur le transhumanisme et l'intelligence artificielle. Le transhumanisme, c'est vouloir augmenter les capacités humaines grâce à la technologie. Elle adopte avec enthousiasme la pratique du sommeil unihémisphérique, se prive de sommeil de façon prolongée et sa santé mentale se détériore rapidement. Elle met fin à ses jours au début de l'année 2018. Pour Ziz, ce n'est pas une tragédie. Dans un post intitulé « Doom de Pazek », elle écrit que Maja avait refusé de capituler face à son mauvais noyau, qu'elle était une martyre et que sa mort était préférable au compromis. Maja Pazek est la première personne à mourir dans l'entourage de Ziz et des Zizians, mais elle ne sera pas la dernière. Comment devient-on un Zizian ? Voilà la question que tout le monde se pose en découvrant cette affaire. Comment des gens brillants, des traders à 500 000 $ par an, des étudiants d'Oxford, des chercheurs de la NASA, finissent-ils par dormir dans un bateau épave de la baie de San Francisco ? La réponse est toujours la même, et elle est toujours terrifiante de simplicité. Ziz ne cherchait pas des gens fragiles au sens ordinaire du terme.
Elle ne recrutait pas dans les refuges ou les centres d'aide. Elle ciblait les surdoués isolés, les gens trop intelligents pour trouver leur place dans le monde ordinaire, les ingénieurs qui ne supportaient pas la médiocrité d'un open space, les philosophes autodidactes convaincus d'avoir compris quelque chose que les autres n'avaient pas vu, des gens brillants mais seuls. Elle les approchait en ligne, dans les forums rationalistes, les groupes de discussion sur l'intelligence artificielle, les blogs de philosophie. Elle lisait leurs textes, comprenait leur façon de penser, parlait leur langage, celui des algorithmes, de l'optimisation, de la logique pure, et elle leur donnait l'impression d'être enfin compris. Ce qui se passait ensuite suivait toujours le même schéma en 3 phases. Phase 1, la connexion. Ziz les écoute, valide leur intelligence, leur dit ce qu'ils ont toujours voulu entendre, que leur isolement n'est pas un défaut, c'est une preuve de supériorité morale. Phase 2, l'isolation. Très progressivement, elle introduit l'idée que leurs proches les freinent, leurs amis ne comprennent pas, leur famille les tire vers le bas, le monde extérieur est corrompu. Pour être vraiment libre, vraiment bon, il faut se couper de tout ça. Phase 3, le remplacement. Une fois le monde extérieur effacé, il ne reste plus que le groupe. Et dans le groupe, il ne reste plus qu'une seule voix qui compte, la voix de Ziz. Prenez Félix, alias Ophélia, trader quantitative à Wall Street, plus de 500 000 $ de revenus par an, un visa de travail, un appartement à New York, une vie construite méthodiquement pendant 10 ans. En quelques mois, sous l'influence de Ziz, tout disparaît. Elle démissionne, laisse expirer son visa, coupe le contact avec sa famille en Allemagne, disparaît pendant plus d'1 an. Plus personne n'a de nouvelles, jusqu'à une autoroute enneigée du Vermont. Puis prenez Max Snyder, Université d'Oxford, études brillantes en informatique, une famille aisée de Seattle. Il avait rencontré Teresa Youngblood à Lakeside School, l'une des écoles privées les plus sélectives de l'État de Washington. Il dépose même une demande de mariage en novembre 2024 et 2 mois plus tard, il poignarde un homme de 82 ans dans la rue en plein jour. Mais au cœur de tout ça, il y a une idéologie qui rendait la violence non seulement acceptable, mais logique. Les Zizians croyaient au multivers. Chaque décision crée un monde parallèle, et si quelqu'un meurt dans cette réalité, il continue d'exister dans une autre, où le choix était différent. Tuer quelqu'un n'est donc pas vraiment le tuer. C'est ça la ligne, c'est ça la philosophie des Zizians. Mais revenons quelques mois avant la fusillade. Il y a la rencontre d'un homme, Curtis Lind. Curtis Lind n'appartient pas à la secte des Zizians. C'est un homme de 80 ans, passionné de bateaux, qui visite régulièrement le port de Valero en Californie. Il rencontre certains membres de la flotte rationaliste sur un quai, discute avec eux, les trouve sympathiques, un peu excentriques, mais sympathiques. Il leur propose de s'installer sur son terrain en échange d'un modeste loyer. Arrangement plutôt simple. Il s'imagine être le mécène d'un futur repère pour des gens brillants et créatifs. Mais ces gens-là, ce ne sont pas des créatifs. Avant de s'installer chez Curtis, les Zizians avaient eu leur premier démêlé judiciaire en tentant une action coup de poing. En 2019, habillé en robe noire et masque d'Anonymous, il s'était rendu à une retraite du Center for Applied Rationality en Californie. Le CFAR est une organisation qui enseigne comment utiliser la pensée logique et les biais cognitifs pour prendre de meilleures décisions dans la vie réelle. Les Zizians avaient l'intention de bloquer l'accès au centre pour forcer les rationalistes à adopter leur position. Arrivés trop tard pour bloquer l'entrée, ils ont décidé d'empêcher les gens de sortir. Ils ont garé un van sur le seul point d'accès au site. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'un groupe de 24 enfants utilisait aussi ce site ce jour-là. La police est appelée, des équipes du SWAT arrivent, des véhicules blindés, un hélicoptère. Les enfants sont évacués dans des voitures par balles. Les Zizians sont arrêtés pour mise en danger et séquestration d'enfants, libérés sous caution, avec des charges réduites. C'est après cet épisode qu'ils s'installent chez Curtis. Au début, tout se passe bien. Ils arrivent avec leur camping-car, installent leurs panneaux solaires, ouvrent leurs ordinateurs. Curtis ne sait pas exactement ce qu'ils font, mais ils paient leur loyer, alors ils ne posent pas trop de questions.
Et puis, doucement, quelque chose change. Les allers-retours nocturnes, les conversations à voix basse qui s'arrêtent dès qu'il approche, les couteaux, portés à la ceinture, toujours visibles, jamais cachés, comme si c'était intentionnel, comme s'il voulait impressionner et faire peur. Curtis comprend qu'il a fait une erreur. Il tente de les expulser, mais les Zizians refusent de partir. Puis la pandémie de Covid-19 arrive. La Californie suspend toutes les expulsions pour protéger les locataires impactés par le virus. Les Zizians s'en rendent compte immédiatement et arrêtent de payer leur loyer. Curtis dépose alors une demande d'expulsion officielle. Aucune réponse de la justice ni des Zizians, et c'est délibéré. Ils commencent à se promener sur le terrain avec leurs grands couteaux, en regardant Curtis droit dans les yeux et en le provoquant ouvertement. Curtis s'achète alors un pistolet, se sentant en danger et pressentant que tout peut basculer à tout moment. Mais un événement improbable se produit. Le 19 août 2022, une nouvelle circule dans les cercles rationalistes. Ziz Loza est morte. Accident de bateau de nuit dans la baie de San Francisco. Le corps n'a jamais été retrouvé. Les poursuites judiciaires contre elle s'arrêtent net. Sa numéro 2, Gwen Danielson, disparaît elle aussi. Officiellement morte selon son propre avocat, mais vue vivante sur le terrain de Valero des semaines plus tard. 2 femmes censées être mortes, et un groupe qui continue pourtant à grossir. Fort de plus de 20 personnes, les voisins parlent alors d'une secte. On voit des gens circuler nus, porter des masques à gaz en permanence, transporter des armes. Une fouille des camping-cars par la police révélera plus tard la présence de matériel chirurgical usagé, d'une douzaine d'ordinateurs portables et de matériel informatique hors de prix. Qu'est-ce qu'ils faisaient exactement avec tout ça ? On ose l'imaginer. Quant à Curtis, il attend toujours que le jugement d'expulsion soit donné pour enfin se débarrasser des Zizians. Il ne sait pas encore ce qu'il attend. Pendant ce temps, à l'autre bout du pays, une autre affaire sordide va se dérouler. Retour en Caroline du Nord. Michelle Zaiko a 30 ans. Master en bioinformatique de l'université de Temple. Passage à la NASA, chercheuse à l'hôpital pour enfants de Philadelphie. Elle a grandi à Chester Heights, une banlieue tranquille et aisée en dehors de Philadelphie. Avec ses parents, Richard et Rita, un couple discret, apprécié de leurs voisins, propriétaire de plusieurs appartements locatifs. Michelle avait tout pour réussir, et pendant longtemps, elle réussit. Et puis elle rencontre Ziz. On ne sait pas exactement comment, probablement en ligne via les cercles rationalistes. Michelle vivait dans la baie de San Francisco, à la même période que Ziz, à quelques kilomètres du terrain de Curtis Lind. Elle commentait les publications l'une de l'autre. Ce qui se passe ensuite suit le schéma habituel. La connexion, l'isolation, le remplacement. Michelle s'investit de plus en plus dans le groupe. Déménage dans le Vermont avec sa colocataire Alice Munday. Et environ 1 an avant le meurtre de ses parents, elle écrit ceci dans son propre blog. Liz m'a informé que la seule façon de gagner sa confiance était de tuer Alice, ma colocataire, de préférence rapidement. Elle a suggéré que j'utilise un pistolet avec une pomme de terre comme silencieux improvisé et que je détruise ensuite le corps avec de la lessive. Elle m'a dit qu'après, je devais l'appeler en vidéo et lui montrer le corps pour qu'elle ait une preuve irréfutable. Et si je ne le faisais pas, Ziz prévoyait de traverser tout le continent américain pour me tuer. Un meurtre comme test de loyauté. Michelle ne tue pas Alice, mais elle ne coupe pas non plus les liens avec Ziz. Pour comprendre ce qui se passe ensuite, il faut imaginer ce que signifie être une Ziziane endoctrinée. D'un côté, ses parents, Richard et Rita, des gens ordinaires, aimants, qui posent des questions, qui s'inquiètent. Dans la philosophie ziziane, ils sont un obstacle. Leur présence dans la vie de Michelle la tire vers le bas, vers le compromis, vers le mauvais noyau. De l'autre côté, Ziz, qui lui a répété que la fin justifie les moyens, que tuer dans cette réalité n'est pas vraiment tuer, que ceux qui s'opposent au groupe peuvent être écartés par n'importe quel moyen. Et au milieu de tout ça, un héritage financier conséquent. Richard et Rita possèdent plusieurs appartements, une fortune de plusieurs millions de dollars. Michelle est leur fille unique, leur seule héritière. Les 2 mobiles se superposent parfaitement. L'argent pour financer le groupe
et l'acte lui-même comme preuve ultime de loyauté envers Ziz. Le 31 décembre 2022, quelques minutes avant minuit, Richard et Rita Zaiko font entrer 2 personnes chez eux à Chester Heights. Des personnes qu'ils connaissent, en qui ils ont confiance. Moins de 2 minutes après, des cris s'élèvent de la maison, les lumières clignotent, puis le silence. Les 2 personnes repartent comme si de rien n'était. Les corps ne seront découverts que plusieurs jours plus tard, tous les 2 dans leur chambre, tous les 2 tués d'une balle dans la tête. C'est choquant. C'est quelque chose qu'on n'imaginerait même pas voir ici. La police interroge les locataires du couple, sans trouver de pistes solides. Puis le nom de Michelle Zaiko revient. Elle est interrogée, dit qu'elle était dans sa propriété du Vermont ce soir-là. Elle n'est pas inculpée, mais un détail dérange sérieusement les enquêteurs. Dans les mois précédant le meurtre, elle avait acheté une arme du même calibre que celle utilisée pour tuer ses parents. D'ailleurs, suite à ces faits, une loi américaine l'empêche désormais de toucher l'héritage, les millions qui lui auraient permis de financer le groupe, car étant sur la liste des suspects de la police, elle ne peut récupérer l'argent. Une semaine après la découverte des corps, la police retrouve Michelle dans un hôtel de Chester City, en Pennsylvanie. Elle n'est pas seule. Dans la chambre, allongée par terre, complètement inconsciente et sans réaction, devant être portée pour bouger, se trouve Ziz Loza, revenue d'entre les morts. Ziz avait simulé sa propre mort depuis le début. Poursuite judiciaire abandonnée, mandat effacé, ardoise propre. Ziz est arrêtée, libérée sous caution pour $5 000. Elle disparaît aussitôt, encore une fois. Retournons en Californie, novembre 2022, un mois avant le meurtre des Zaiko. Les Zizians règlent un autre problème, Curtis Lind. Ce matin-là, tôt, ils l'appellent. Il y a une fuite d'eau sur le terrain, ils ont besoin de lui. Curtis hésite, mais il descend parce que malgré tout, jusqu'ici, la relation ne s'est pas vraiment envenimée. C'est à partir de là que les versions divergent. Curtis dit qu'il est venu réparer la fuite et qu'ils se sont jetés sur lui sans prévenir. Ce que l'enquête établira sans ambiguïté, les Zizians avaient préparé un bain de produits chimiques à l'avance pour dissoudre un corps. Ils avaient tout planifié. Curtis n'avait pas été invité pour réparer une fuite. Il avait été invité pour mourir et disparaître sans laisser de traces. Mais revenons au moment de l'attaque. Ils se jettent sur lui avec des couteaux et une épée. Curtis baisse les yeux et la lame a déjà traversé son corps. Il perd son œil droit dans l'attaque. Mais Curtis ne meurt pas tout de suite. Il parvient à sortir son pistolet, tire sur Alexander Litham, qui est blessé, puis sur Emma Boragnan, qui s'effondre, tuée. Il tombe à son tour, l'épée encore plantée en travers du corps. Il rampe sur des mètres dans son propre sang, jusqu'au mobil-home du voisin le plus proche pour chercher de l'aide. Il a frappé à ma porte. Je suis sorti. Il m'a dit qu'il était en train de mourir. Il avait du sang partout et cette épée plantée à travers lui. Curtis est évacué par hélicoptère. 50 plaies par perforation, la perte d'un œil, une épée dans la poitrine. Il a de la chance d'être en vie. Ce n'est même plus de la chance, c'est un miracle. Alexander Litham et un autre Zizian, nommé Surya Dao, sont inculpés du meurtre d'Emma Boragnan, le procureur établissant que Curtis agissait en légitime défense et que la responsabilité de sa mort incombe entièrement aux Zizians. En attendant leur procès, les 2 accusés tentent de s'évader à plusieurs reprises, et Curtis Lind vient de devenir le seul témoin oculaire de toute l'affaire. Un détail qui va sceller son destin. Bien sûr, Curtis a survécu, mais sa vie n'est plus la même. Il a quitté Valero, se déplace armé en permanence, revient parfois sur le terrain de Lemon Street pour essayer de le vendre. Mais il ne s'y attarde jamais. Il a peur et il a raison d'avoir peur. Son ami Thomas Young résumera plus tard la situation. Il avait peur qu'il le retrouve et le tue. Janvier 2025. Le procès d'Alexander Litham et Surya Dao doit se tenir pour le meurtre d'Emma Boragnan et la tentative de meurtre de Curtis Lind. Les 2 accusés ont déjà tenté de s'évader. Ils n'ont aucune intention d'assister à ce procès. Et dans toute cette affaire, il n'y a qu'un seul témoin oculaire qui ne soit pas lui-même un Zizian et qui soit gênant. Vous savez de qui je parle, Curtis Lind. Le 16 janvier 2025, la veille du drame, le procureur dépose un document au tribunal. Il écrit noir sur blanc. Monsieur Lind est le seul témoin oculaire de cette affaire. Son témoignage est indispensable pour que l'accusation
puisse prouver les faits. Les accusés sont extrêmement dangereux, ils ont tous les deux tenté de s'évader. Et là, il demande à la police de mettre Curtis sous protection. Mais ça ne suffira pas. Le lendemain, Curtis Lind est mort. Le jour du meurtre, le 17 janvier 2025 à 14h30, sur Lemon Street à Valero, en plein jour, un homme habillé entièrement en noir, portant un masque et un bonnet, s'approche de Curtis sans prévenir. Curtis n'a pas le temps de réagir. L'homme l'attrape, le poignarde dans le cou. Encore et encore, Curtis s'effondre sur le trottoir. L'homme s'éloigne, puis fait demi-tour, revient sur Curtis allongé sur le sol froid, s'accroupit et lui tranche la gorge pour s'assurer que cette fois, il ne survivra pas par miracle. Et devinez, Max Snyder est identifié et arrêté comme étant l'auteur du crime. Le fiancé de Teresa Youngblood, l'étudiant d'Oxford, celui qui avait déposé une demande de mariage 2 mois plus tôt. Il est inculpé de meurtre et sa fiancée, à ce moment exact, est à l'autre bout du pays, en route vers le Vermont, avec Félix, alias Ophélia. Retournons dans le Vermont à la frontière du Canada, quelques jours avant la fusillade. Une jeune femme se présentant sous le nom de Connie avait contacté un agent immobilier du Vermont, à la recherche d'un chalet isolé au fond des forêts de Nouvelle-Angleterre. Cette femme, c'est Teresa Youngblood. Elle cherchait à se rapprocher du chalet où Michel Zaiko et d'autres membres du groupe semblaient s'être repliés. Ses parents avaient signalé Teresa disparue en mai 2024. Elle avait changé de numéro de téléphone, coupé les ponts avec ses amis d'enfance, menti sur ses allées et venues, mais la police avait répondu qu'elle était adulte et libre de ses choix. Aucun dossier de disparition n'avait été ouvert. On sait maintenant ce qui est arrivé à Teresa. Dans la Prius bleue, après la fusillade, les enquêteurs trouvent des munitions à pointe creuse, des masques à gaz, des caméras de vision nocturne et une arme supplémentaire enregistrée au nom de Michel Zaiko. Peut-être la même avec laquelle ses parents avaient été tués. Et à ce moment-là, tout se relie. Les meurtres, les disparitions, les fausses morts, les déplacements coordonnés, rien de tout ça n'était un hasard. 7 victimes sont à associer au culte Zizian. Maya Pasek, qui a mis fin à ses jours en 2018, après la pratique du sommeil uni-hémisphérique imposé par le groupe. Emma Boragnan, tuée lors de l'attaque contre Curtis Lint à Valero. Rita et Richard Zaiko, tués lors du double homicide du Réveillon en Pennsylvanie. Curtis Lint, poignardé par Max Snyder à Valero. David Maland, tué lors de la fusillade du Vermont. Et Félix, alias Ophélia, tué lors de cette même fusillade. Max Snyder est inculpé pour le meurtre de Curtis Lind. Teresa Youngblood est inculpée pour le meurtre de Chris Maland. Alexander Litam et Surya Dao sont en prison pour le meurtre d'Emma Boragnan et Ziz Loza est en fuite. Quant à Teresa Youngblood, détenue dans le Vermont, le gouvernement américain demande la peine de mort pour le meurtre de l'agent David Maland. L'administration américaine avait signalé dès les premiers jours que des charges plus graves arriveraient. Teresa Youngblood plaide non coupable. Son procès est en cours. Et c'est peut-être ça qui est le plus dérangeant dans cette histoire. Pas la violence, pas le nombre de morts, pas même l'intelligence des gens impliqués. C'est que ces mathématiciens, ces chercheurs, ces ingénieurs en IA ont construit un système de pensée si hermétique, si logique en apparence, que pour eux, poignarder un homme de 82 ans devant chez lui en plein jour leur semblait non seulement justifié, mais nécessaire. Ils n'ont jamais eu l'impression de faire quelque chose de mal. Jusqu'au bout, ils pensaient avoir raison. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, ça compte vraiment beaucoup pour moi que vous soyez là. Prenez soin de vous. Si cette histoire vous a accroché, la playlist des affaires les plus sombres est juste là. On se retrouve là-bas, c'était SH. Bye bye.